Bonjour. Le Midi et Demi Mix présente Covid 1984. C'est une simple question de temps. Un avenir à prendre. De vivaces et splendides hallucinations. J'ai eu un rêve qui questionne les modèles dominants. Covid 1984. Pourquoi s'exciterait-on sur Big Brother, les 2 minutes de haine et tout le reste de leur foutu baliverne? L'enjeu n'est pas d'obéir à Big Brother. L'enjeu est d'aimer Big Brother. Covid 1984. On est tous embarqués dans la même histoire. Winston se demanda de nouveau pour qui il écrivait son journal. Le moment est maintenant venu de réfléchir sur l'avenir de l'homme et de notre société. Sur l'histoire des mouvements sociaux, sur l'histoire des mouvements de résistance, sur l'histoire des mouvements qui contestent quelque chose qui nous est imposé. Pour l'avenir, pour le passé, pour un âge qui pourrait n'être qu'imaginaire. Pour bâtir une sorte de compréhension collective, une sorte de mémoire politique pour garder des traces. Covid 1984. Feuilleton radiophonique, création sonore. Réalisé par le ministère de l'Amour. Épisode 13. Asie mutée. Winston pouvait entendre le chant de la femme, le claquement de ses chaussures sur les dalles, les cris des enfants dans la rue, et quelque part dans le lointain, le grondement sourd du trafic de la cité. La chambre paraissait cependant curieusement silencieuse, grâce à l'absence de télécran. Folie, 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 pensa-t-il encore. Il était inconcevable qu'ils pussent fréquenter cet endroit plus de quelques semaines sans être pris. Mais la tentation d'avoir un coin secret qui fût vraiment à eux, qui fût dans une maison accessible sous la main, avait été trop forte pour tous deux. Après leur visite au beffroi, il leur avait été impossible pendant quelque temps d'organiser des rencontres. En prévision de la semaine de la haine, les heures de travail avaient été rigoureusement augmentées. Elles n'auraient lieu que dans plus d'1 mois, mais les préparatifs grandioses et compliqués qu'elle exigeait entraînaient pour tout le monde un surcroît de travail. Finalement, ils s'arrangèrent tous deux pour avoir le même jour un après-midi de liberté. Un pas rapide se fit entendre dans l'escalier. Julia fit irruption dans la pièce. Elle portait un sac à outils en grosse toile brune, dont il l'avait vu charger maintes fois dans les bâtiments du ministère. Il s'élança pour la prendre dans ses bras, mais elle se dégagea assez rapidement, car elle tenait encore le sac à outils. « Une seconde, dit-elle. Laisse-moi seulement te montrer ce que j'apporte. Tu as apporté de cet immonde café de la Victoire. Je pensais que tu l'aurais fait. Tu peux le mettre de côté. Nous n'en aurons pas besoin. Regarde. » Elle s'agenouilla, ouvrit le sac et en sortit pêle-mêle quelques clés anglaises et un tournevis qui en remplissait la partie supérieure. En dessous, il y avait une quantité de paquets bien faits, enveloppés de papier. Le premier paquet qu'elle passa à Winston provoquait une sensation étrange, mais vaguement familière. Il était plein d'une substance lourde et friable, qui cédait quand on y touchait. « Ce n'est pas du sucre ?» demanda-t-il. « Du vrai sucre. Pas de la saccharine. Du sucre. Et voilà une miche de pain, du vrai pain blanc, pas notre horrible substance, et un petit pot de confiture. Et voici une boîte de lait. Et vois, je suis vraiment fier de celui-là. J'ai dû l'envelopper d'un bout de toile à sac parce que... » Mais elle n'avait pas besoin de lui dire pourquoi elle l'avait enveloppé. Le parfum se répandait déjà dans la pièce. Un parfum riche et chaud, qui semblait être une émanation de sa première enfance, mais qu'on pouvait encore rencontrer. Parfois, avant le claquement d'une porte, il se répandait dans un passage. Parfois, il se diffusait mystérieusement dans la foule. On le respirait un instant, puis on le perdait. « C'est du café », murmura-t-il. « Du vrai café. C'est le café du parti intérieur. Il y en a là 1 kilo entier, dit-elle. Comment as-tu fait pour te procurer tout cela? C'est tout des victuailles du parti intérieur. Ils ne sont privés de rien, ces porcs. De rien. Mais naturellement, les garçons, les serviteurs, les gens chipent des choses et... Vois, j'ai aussi un petit paquet de thé. Winston s'était accroupi près d'elle. Il déchira un coin de paquet et l'ouvrit. C'est du vrai thé, pas des feuilles de mûre. Il y a eu dernièrement un arrivage de thé.
Ils ont pris l'Inde ou quelque autre pays, dit-elle vaguement. Mais écoute, mon chéri, je voudrais que tu me tournes le dos pendant 3 minutes. Va t'asseoir de l'autre côté du lit, pas trop près de la fenêtre, et ne te retourne pas avant que je ne te le dise. Winston regarda distraitement à travers le rideau de mousseline. En bas, dans la cour, la femme au bras rouge évoluait encore entre le baquet et la corde. Elle ôta de sa bouche 2 épingles de bois et chanta avec sentiment « On dit que le temps guérit toute blessure. On dit que l'on peut toujours oublier. Mais la vie est toujours là et tout le temps qu'elle dure. Par la joie ou par les pleurs, toujours mon cœur est travaillé. » Elle semblait connaître par cœur toute la rengaine. Sa voix s'élevait dans la douceur de l'air d'été, mélodieuse et chargée d'heureuse mélancolie. On avait l'impression qu'elle eût été parfaitement heureuse, pourvu que le soir de juin fût infini et le nombre de couches inépuisable, heureuse de rester là, des milliers d'années, à attacher des couches et chanter des stupidités. Winston fut frappé par le fait étrange qu'il n'avait jamais entendu chanter, seul et spontanément, un membre du parti. Cela aurait paru légèrement non orthodoxe. Ce serait une excentricité dangereuse, comme de se parler à soi-même. Peut-être était-ce seulement quand les gens n'étaient pas loin de la famine qu'ils avaient des raisons de chanter. Maintenant, tu peux te retourner, dit Julia. Il se retourna, et pendant 1 seconde, faillit presque ne pas la reconnaître. Il s'était attendu à la voir nue. Mais elle n'était pas nue. La transformation qu'elle avait opérée était beaucoup plus surprenante que cela. Elle s'était fardé le visage. Elle avait dû se glisser dans quelques magasins des quartiers prolétaires et acheter un assortiment complet de produits de beauté. Ses lèvres étaient d'un rouge foncé. Ses joues étaient fardées, son nez poudré. Il y avait même sous les yeux un soupçon de quelque chose qui les avivait. Ce n'était pas fait très habilement, et les références de Winston en la matière ne valaient pas cher. Jamais auparavant il n'avait vu ou imaginé une femme du parti avec du fard sur le visage. Avec seulement quelques touches de couleur où il fallait, elle était devenue non seulement beaucoup plus jolie, mais surtout beaucoup plus féminine. Ses cheveux courts et sa blouse de jeune garçon ajoutaient plutôt à cet effet. Quand il la prit dans ses bras, une vague de parfum de violette synthétique lui vint aux narines. « Du parfum aussi, » dit-il. « Oui, chérie, du parfum aussi. Et sais-tu ce que je vais faire la prochaine fois? Je vais me procurer une réelle robe de femme et la porter à la place de ces saloperies de culottes. J'aurai des bas de soie et des chaussures à talons hauts. Dans cette pièce, je serai une femme, pas une camarade du parti. » Ils enlevèrent leurs vêtements et grimpèrent sur l'immense lit de mahogany. C'était la première fois que Winston se déshabillait et se mettait nu en sa présence. Jusqu'alors, il avait été trop honteux de son corps pâle et maigre, des varices en saillie sur ses mollets, de la tache décolorée au-dessus de son cou de pied. Il n'y avait pas de drap, mais la couverture sur laquelle ils s'étendirent était élimée et lisse. Les dimensions et l'élasticité du lit les étonnèrent tous deux. « C'est certainement plein de punaises, mais qu'importe, » dit Julia. On ne voyait jamais alors de lit pour deux, sauf chez les prolétaires. Il était arrivé à Winston, pendant son enfance, de dormir dans un lit de ce genre. Julia, autant qu'elle put s'en souvenir, ne s'était jamais trouvée dans un semblable lit. Ils dormirent un moment. Quand Winston se réveilla, les aiguilles de la pendule avaient tourné et atteignaient presque le chiffre 9. Il ne bougea point, parce qu'au creux de son bras, la tête de Julia endormie reposait. Une grande partie de son fard était passée sur le visage de Winston et sur le traversin, mais une légère teinte rouge faisait encore ressortir la beauté de sa pommette. Un rayon jaune de soleil couchant tombait au pied du lit et éclairait la cheminée où l'eau bouillait à gros bouillon dans la casserole. Dans la cour en bas, la femme avait cessé de chanter, mais les cris des enfants dans la rue flottaient assourdis dans la chambre. Winston se demanda vaguement si, dans le passé aboli,
Cela avait été un événement normal de dormir dans un lit comme celui-ci, dans la fraîcheur d'un soir d'été, d'être un homme et une femme sans vêtements, de faire l'amour quand on le voulait, de converser sur des sujets que l'on choisissait, de ne sentir aucune obligation de se lever, d'être simplement étendu et d'écouter les sons paisibles de l'extérieur. Sûrement, il n'y avait jamais eu d'époque où cela aurait paru naturel. L'écriture courante que je cherchais depuis si longtemps, je l'ai atteinte, là. Maintenant, j'en suis sûre. Et que, par écriture courante, je dirais écriture presque distraite, qui court, qui est plus pressée d'attraper des choses que de les dire, voyez-vous. Et je parle de la crête des mots. C'est une écriture qui courrait sur la crête, pour aller vite, pour ne pas perdre. Parce que quand on écrit, c'est le drame. On oublie tout de suite. Et c'est affreux, quelquefois. Comment écrivez-vous? Expliquez-moi comment ça se passe. D'abord, je fais des feuilles où quelquefois ça reste. Non, mais avant de vous mettre, qu'est-ce qui se passe? Le matin, l'après-midi, le soir? Pour n'importe quand. N'importe quand. Quelquefois, là, à la fin, j'étais complètement eu par le livre. Hein, j'avais le sentiment que le bruit revenait lorsque je cessais d'écrire. Mais j'arrivais à travailler 10 heures par jour. J'ai vu dans un entretien que vous ne pouvez pas écrire si vous n'avez pas fait votre lit avant. C'est vrai, ça? Ah, c'est vrai. Mais maintenant, je ne peux plus le faire. Depuis que j'ai subi cette cure-là. Alors, on le fait, gentiment. Mais c'est vrai qu'une chambre avec un lit défait... Ça dérange le... Oui, il faut que ce soit en ordre derrière soi. Oui. Comme la vaisselle dans la cuisine. C'est pas bon non plus. Une Marguerite Duras avec Bernard Pivot en 84. Covid. 1984. Feuilleton radiophonique. S'accrocher jour après jour, semaine après semaine, pour prolonger un présent qui n'avait pas de futur, était un instinct qu'on ne pouvait vaincre, comme on ne peut empêcher les poumons d'aspirer l'air tant qu'il y a de l'air à respirer. Parfois aussi, il parlait de s'engager dans une rébellion active contre le parti, mais il ne savait pas du tout comment commencer. Même si la fabuleuse fraternité était une réalité, il restait encore la difficulté de trouver le moyen d'en faire partie. Winston fit part à Julia de l'étrange intimité qui existait, ou semblait exister, entre O'Brien et lui, et de la tentation qui le prenait parfois de se mettre simplement en présence d'O'Brien, de lui annoncer qu'il était l'ennemi du parti, et de lui demander son aide. Assez étrangement, l'impossibilité et la témérité de cet acte ne la frappèrent pas. De plus, elle considérait comme admis que tout le monde, ou presque tout le monde, haïssait en secret le parti, et violerait les règles s'il était possible de le faire sans danger. Mais elle refusait de croire qu'une opposition vaste et organisée existât, ou pût exister. Pendant les 2 minutes de la haine, les insultes qu'elle proférait contre Goldstein dominaient toujours celles des autres. Elle n'avait pourtant qu'une idée très vague de Goldstein et des doctrines qu'il était censé représenter. Elle avait grandi après la Révolution et était trop jeune pour se rappeler les batailles idéologiques de 1950 à 1969. Une chose telle qu'un mouvement politique indépendant dépassait le pouvoir de son imagination, et en tout cas, le parti était invincible. Il existerait toujours, et serait toujours le même. On ne pouvait se révolter contre lui que par une désobéissance secrète, ou, au plus, par des actes isolés de violence, comme de tuer quelqu'un, ou de lui lancer quelque chose à la tête. Des jours, des semaines, des mois. 1969. Au-dessus du bâtiment mathématique 1 de l'université de Lille, on retrouve cette immense antenne sur le toit. C'est ici qu'émet Radio Campus. En 1969, les premières émissions étaient diffusées depuis la chambre d'étudiants de Christian Verweerd, le fondateur de Radio Campus qui est aujourd'hui vice-président de l'association.
J'ai fait une petite radio pirate sur onde moyenne à l'époque, et parce que j'étais passionné de radio, étant donné que j'écoutais chez moi les radios pirates en mer du Nord. Donc ça, j'ai voulu faire comme les grands, et donc j'ai lancé ma petite radio. Et puis petit à petit, ça a grandi, jusqu'en 74 où il a fallu arrêter. Le Cruz qui acceptait ce qu'on faisait ne l'a plus voulu, et donc on est devenu pirate. Et on a été pirate jusqu'en 81. On s'est baladé dans la nature, de toit en toit, de beffroi en église, pour émettre de manière occasionnelle. Ça me manque un petit peu, mais bon, j'ai plus l'âge de grimper sur les toits et de faire ça, mais ça me rappelle une époque intéressante de la conquête de la liberté de la radio, oui. Au 6e jour de la semaine de la haine, après les processions, les discours, les cris, les chants, les bannières, les affiches, les films, les effigies de cire, le roulement des tambours, le glapissement des trompettes, le bruit de pas des défilés en marche, le grincement des chenilles de tanks, le mugissement des groupes d'aéroplanes, le grondement des canons, après 6 jours de tout cela, alors que le grand orgasme palpitait vers son point culminant, que la haine générale contre le razzia s'était échauffée, et on était arrivé à un délire tel que si la foule avait pu mettre la main sur les 2000 criminels eurasiens qu'on devait pendre en public le dernier jour de la semaine, elle les aurait certainement mis en pièces. 2 minutes de la haine. Le programme, les 2 minutes de haine. S'opposer à tout, c'est une stratégie perdante, parce que tout arrive. Bien. Voyons qui est droit, frères et sœurs. Je crois que, encore une fois, nous avons un régime qui cherche à se refaire une légitimité. Parce que là, quand même, justement, enfin, je parle de façon insistante de ce massacre de Tiananmen qui, soit dit entre parenthèses, n'est pas censé exister, n'est pas censé avoir existé, puisqu'il est interdit d'en parler. On n'en parle pas, donc on n'a pas le droit d'en parler, donc ça n'existe pas. Ça, c'est une logique absolument imparable. Encore aujourd'hui. Oui, enfin, disons que ça, évidemment, ça commence, on recommence à en parler, mais à un moment donné, en fait, ça n'avait tout simplement pas existé. On parlait de sorte d'escarmouche sur la place Tiananmen avec les manifestants, mais enfin, moi, j'ai vu en direct ces images de chars arrivant à toute vitesse dans la nuit du 4 juin, enfin, écraser tous les gens qui étaient encore sur la place. Enfin, donc c'est vraiment arriver à effacer ça de la mémoire collective, faut le faire quand même, hein, c'est bon. Alors maintenant, effectivement, les langues commencent à se délier un peu, mais toujours est-il que ça montre à quel point ce régime a, à ce moment-là en particulier, perdu sa légitimité. Donc, on est dans un effort gigantesque de reconstruction de légitimité qui se paye à coup justement de prospérité économique. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, le raisonnement, c'est que la population va se tenir tranquille si on lui assure la prospérité économique, un taux de croissance toujours ascendant, etc. C'était 2 minutes de la haine. Juste à ce moment, on annonça qu'après tout, l'Océania n'était pas en guerre contre l'Eurasia. L'Océania était en guerre contre l'Estasia. L'Eurasia était un allié. Une minute après, les sauvages hurlements de rage éclataient de nouveau dans la foule. La haine. Exactement au milieu d'une phrase.
Dans un monde dans lequel le nombre d'heures de travail serait court, où chacun aurait suffisamment de nourriture, vivrait dans une maison munie d'une salle de bain et d'un réfrigérateur, posséderait une automobile ou même un aéroplane, la plus évidente et peut-être la plus importante forme d'inégalité aurait déjà disparu. Devenue générale, la richesse ne conférait plus aucune distinction. Il était possible, sans aucun doute, d'imaginer une société dans laquelle la richesse, dans le sens de possession personnelle et de luxe, serait également distribuée, tandis que le savoir resterait entre les mains d'une petite caste privilégiée. Mais dans la pratique, une telle société ne pourrait demeurer longtemps stable. Si tous, en effet, jouissaient de la même façon de loisirs, la grande masse d'êtres humains, qui est normalement abrutie par la pauvreté, pourrait s'instruire et apprendre à réfléchir par elle-même. Elle s'apercevrait alors tôt ou tard que la minorité privilégiée n'a aucune raison d'être, et la balayerait. En résumé, une société hiérarchisée n'était possible que sur la base de la pauvreté et de l'ignorance. Il serait en principe très simple de gaspiller le surplus de travail du monde en construisant des temples et des pyramides, en creusant des trous et en les rebouchant, en produisant même de grandes quantités de marchandises auxquelles on mettrait le feu. Let's get together and feel all right. Whoa, 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 whoa. Let them have pass all there. Ceci suffirait sur le plan économique. Mais la base psychologique d'une société hiérarchisée n'y gagnerait rien. Ce qui intervient ici, ce n'est pas la morale des masses dont l'attitude est sans importance tant qu'elles sont fermement maintenues dans le travail, mais la morale du parti lui-même. On demande aux membres, même le plus humble du parti, d'être compétents, industrieux et même intelligents dans d'étroites limites. Il est de plus nécessaire qu'il soit un fanatique crédule et ignorant dont les caractéristiques dominantes sont la crainte, la haine, l'humeur flagorneuse et le triomphe orgiaque. En d'autres mots, il est nécessaire qu'il ait la mentalité appropriée à l'état de guerre. What about the one heart? What about the let's get together and feel alright? I'm playing to mankind. One, give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Et puisqu'aucune victoire décisive n'est possible, peu importe qu'elle soit victorieuse ou non. Tout ce qui est nécessaire, c'est que l'état de guerre existe. Welcome to the game of sound. Press enter to open a new sample. Click here to start game. One player. Start game. Interaction mode. Mix. Hey, bon fucking soir. I want to do a song. This is just a chanson d'amour. It's called China Girl. Il y a toute cette propagande, effectivement, qui est relayée notamment par ces diplomates qu'on a appelés justement les loups guerriers,
qui sont en première ligne justement pour essayer de réparer de rafistoler cette image très abîmée forcément, en montrant de manière assez pathétique qu'ils comprennent rien à ce que peut être le soft power. Ils essayent d'imposer ce soft power à la chinoise, mais ils n'ont pas compris que le soft power justement c'est quelque chose qui s'impose pas. Donc là, on a des gens qui d'une certaine façon manquent beaucoup d'intelligence. Enfin, ils sont très intelligents pour manipuler la forme de propagande qu'ils connaissent, mais je pense que ce sont des gens qui comprennent pas grand-chose à ce qu'il faudrait réellement faire. Oh, 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 little China girl, oh, 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 little China girl, I could escape this feeling. With my China girl I feel a wreck. Without my little China girl I hear her heart beating. Loud as thunder saw they stars crashing. I'm a mess without my little China. Maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, l'économie chinoise a quand même, subi un sale coup, dans cette histoire, et on va voir un petit peu comment la construction de légitimité va se faire. Et pour compenser justement un infléchissement de la croissance, en fait, on renforce la foi et le discours nationaliste qui, entre-temps, effectivement, est devenu quelque chose de très solide parce que du fait précisément de la montée en puissance de la Chine. Donc effectivement, vous avez tous ces citoyens chinois qui disent qu'ils sont fiers d'être chinois parce que la Chine maintenant est puissante et que maintenant les Occidentaux la regardent avec respect, voire crainte. Ce qui n'était pas le cas pendant ce que le régime là aussi aime appeler le siècle de l'humiliation, c'est-à-dire en gros entre le milieu du 19e siècle, c'est-à-dire les guerres de l'opium, et l'arrivée du régime communiste au milieu du 20e siècle. Donc là, vous avez tout un récit national qui est en train de justement de se refondre. Little China girl, wake up mornings, where's my little China girl? I hear her heart's beating. Loud as thunder saw they stars crashing down. I feel a tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend that nothing. La civilisation chinoise, en tant que civilisation qui a continué à vivre quand même pendant longtemps, s'est construite justement sur quelque chose de vivant, d'évolutif, de pluriel, de multiple. Et là maintenant, on prétend justement réduire toute cette civilisation à une seule figure, c'est-à-dire celle de Confucius. Et alors, j'ai rappelé dans mon cours au Collège de France que, en fait, cette figure de Confucius, elle a été instrumentalisée depuis le début, c'est-à-dire que depuis les Han, c'est-à-dire au tournant de la chrétienne, pour donner un repère historique à nos auditeurs, les Han, ce sont eux qui ont au fond donné une sorte d'identité culturelle à l'espace chinois de l'époque, à tel point qu'ils ont donné leur nom justement à la langue, à ce qu'on appelle maintenant l'ethnie dominante, qui est censée être Han. Et donc ces Han sont ceux qui ont effectivement installé Confucius sur un piédestal, en faisant justement le maître d'une pensée qui serait le soubassement justement idéologique du nouvel empire centralisé. When I look at my China girl, I could pretend that nothing really meant too much. When I look at my China girl, I stumble into town just like a sacred cow. Visions of swastikas in my head, plans for everyone. It's in the whites of my eyes, my little China girl. Actuellement, maintenant, la Chine est partie en orbite, dans une espèce de fuite en avant éperdue, justement parce que elle est condamnée au fond à cette croissance perpétuelle. En tout cas, c'était la logique dans laquelle nous étions partis juste avant la pandémie. Donc maintenant, j'ai toujours dit que ce serait tellement bien si les dirigeants chinois se remettaient à lire leurs classiques et pas
simplement se contenter d'en citer des petits bouts de phrases qui les arrangent. Je veux dire, mais le problème, c'est que la Chine n'est pas toute seule, l'Europe n'est pas toute seule, l'Amérique n'est pas toute seule, et par conséquent, nous sommes tous embarqués dans un monde qui désormais est un monde capitaliste qui vit sur cette logique économique exclusive. Ça, c'est le grand problème d'aujourd'hui, oui. Alors, il y a, disons, un certain contrôle la nuit, puis il y a des contrôles pendant la journée. Il y a une énorme ambiguïté sur le thème d'Europe unie. Dans un moment où le monde est en train de s'organiser autour de grands empires, la Chine évidemment, la Russie, le Brésil, les États-Unis, demain peut-être le Nigeria, c'est vrai qu'aucun des pays européens seuls ne peut vraiment peser. Donc il y a une logique à ce que l'Europe s'organise comme continent. Où est-ce que l'Europe est pertinente ? Elle est pertinente pour discuter des risques planétaires. C'est vrai que ça sert à rien d'aller faire de la lutte contre le réchauffement climatique pays par pays. C'est complètement absurde. Si vous prenez la France, c'est 1% des émissions mondiales. Il y a une nappe profonde. Too much silence with a pain that makes me cry. This flame which burns brings sadness in this life. Il y a une nappe profonde qui apparaît plus ou moins, que nous surveillons avec des instruments qui sont plus ou moins précis. This flame which burns brings sadness in this life. Depuis les années 70, l'éducation nationale ne s'est plus donnée pour mission cette idée d'un individu qui sera d'autant plus libre qu'il sera délié de son héritage. Quelquefois s'ouvrent des fenêtres sur cette nappe profonde, mais que nous sommes capables de refermer à certains moments. Ce qui me frappe, c'est qu'en 1949, quand Albert Camus publie L'Enracinement de Simone Veil, il dit « Nous ne pourrons pas reconstruire l'Europe sans tenir compte de ce que contient ce livre ». Et ce qu'il contenait, c'était justement le besoin d'ancrage dans une histoire singulière, parce que par enracinement, Simone Veil n'entend pas simplement l'enracinement géographique, ce qu'il est, mais aussi l'enracinement culturel. Et temporel, le besoin de la continuité historique, d'être porté par une histoire, par un passé, c'est comme un encrier dans lequel nous trempons notre plume. Or, nous avons pris le chemin inverse parce que, dès le départ, les nations, précisément, n'ont plus été perçues que comme des principes funestes d'antagonisme, et donc on s'est promis de les dépasser. Donc c'est là que je crois que nous avons véritablement besoin de faire retour vers la souveraineté, de rendre ces titres de noblesse à la nation, aux singularités nationales, parce que je crois vraiment que les peuples n'ont plus envie de cette uniformisation.
Maintenant, la Chine avance à visage découvert et Xi Jinping a très clairement dit que l'objectif pour la Chine, c'était d'avoir le leadership mondial en 2049. Qui est l'anniversaire de la création 1949 de la République populaire de Chine, c'est ça? Et par ailleurs, tous ceux qui regardent la Chine aujourd'hui constatent que le Parti communiste est très fortement de retour. Donc, sur le plan idéologique, on a une pensée Xi. Le Parti communiste est de retour dans les universités, dans les entreprises, dans les centres de recherche. Et l'épidémie de coronavirus, ça a été un formidable facteur d'accélération du totalitarisme chinois, puisque maintenant, on a de la surveillance de la population renforcée par l'intelligence artificielle, par les drones même, et on croise les données de santé et les données de déplacement de la population. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, cette espèce de cyber-totalitarisme a vraiment de quoi inquiéter. The game of sound. Game over. Ready to new game. Of sound. Covid. 1984. Appendice. Les principes du novlangue. Les mots novlangue étaient divisés en 3 classes distinctes. Plus, on disait en novlangue double pensée. Double plus. La vie de tous les jours. Appendice. Pour la vie de tous les jours, il était évidemment nécessaire, du moins quelquefois, de réfléchir avant de parler. Mais un membre du parti, appelé à émettre un jugement politique ou éthique, devait être capable de répandre des opinions correctes aussi automatiquement qu'une mitrailleuse sème des balles. Son éducation lui en donnait l'aptitude. Le langage lui fournissait un instrument grâce auquel il était presque impossible de se tromper. Et la texture des mots, avec leur son rauque et une certaine laideur volontaire, en accord avec l'esprit de Lanxos, aidait encore davantage à cet automatisme. Le fait que le choix des mots fût très restreint y aidait aussi. Comparé au nôtre, le vocabulaire novlangue était minuscule. On imaginait constamment de nouveaux moyens de le réduire. Il différait en vérité de presque tous les autres, en ceci qu'il s'appauvrissait chaque année au lieu de s'enrichir. Chaque réduction était un gain, puisque moins le choix est étendu, moindre est la tentation de réfléchir. Enfin, on espérait faire sortir du larynx le langage articulé sans mettre d'aucune façon en jeu les centres plus élevés du cerveau. Ce but était franchement admis dans le mot novlangue, canelangue, qui signifie faire coin-coin comme un canard. Le mot canelangue, comme d'autres mots divers du vocabulaire B, avait un double sens. Pourvu que les opinions émises en canelangue fussent orthodoxes, il ne contenait qu'un compliment. Et lorsque le Times parlait d'un membre du parti comme d'un double plus bon canelangue, il lui adressait un compliment chaleureux qui avait son poids. Avez-vous vu la 10e édition du dictionnaire de novlangue? Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Le dictionnaire Smith, quelle belle chose que la destruction des mots. Le dictionnaire. Des mots. La société de consommation. La société de consommation, en réalité, pour simplifier, dans sa vue critique, dans la vue critique qu'on en a, c'est la société de saturation. Donc le fait de consommer des automobiles en soi n'est pas critique, mais le fait d'avoir trop d'automobiles dans un endroit où on ne peut pas les contenir, c'est la société de saturation. Voilà l'aspect négatif en somme. Comme quand on dit société de consommation, c'est en général dans un sens critique et négatif, alors on doit dire société de saturation. Le dictionnaire. Des mots. En l'an 1984, le novlangue n'était pas la seule langue en usage. On comptait que le novlangue aurait finalement supplanté l'ancilangue, nous dirions la langue ordinaire, vers l'année 2020. Les actualités. Pas du langage sexiste au... Depuis des années, nous devons donc... Les actualités, magnifiques. Journée de rentrée du 11 mai. La mort, la liberté et... Nos entreprises continuent de fonctionner en télétravail. Les témoignages sont recueillis par Caroline Bouhan pour... Et un drame, c'est la première fois une jeune vierge américaine que personne ne connaît encore, Madonna.
Ce soir, l'Organisation mondiale de la santé se félicite du reflux de la pandémie, mais appelle à conserver une extrême vigilance en cette période de déconfinement, alors qu'en France, bien sûr, mais aussi en Espagne, des millions de personnes ont retrouvé en partie leur liberté de mouvement. L'Allemagne, la Corée ou la Chine s'inquiètent, elles, d'une résurgence du virus. Et dans le berceau de l'épidémie, à Wuhan, de nouveaux cas ont été signalés. En Chine et en Corée du Sud et à Taïwan et à Singapour et à Hong Kong, on est arrivé à contrôler complètement l'épidémie. Le virus ne circulait plus. Mais ici, le virus n'a jamais arrêté de circuler. On a ralenti avec le confinement, très efficacement, mais si on relâche, le virus va se remettre à circuler. Ce que les autorités n'ont pas l'air de comprendre, c'est que les gens sont infectés et ensuite ils ont des symptômes ou ils restent asymptomatiques, mais la moitié des infections proviennent de personnes qui sont asymptomatiques, donc qui ne sont pas détectées, soit parce qu'elles ne sont pas encore symptomatiques, soit parce qu'elles restent tout le temps asymptomatiques. Donc, le système français qui a consisté à chercher des gens symptomatiques, à les tester et ensuite à chercher leurs contacts, ne voit que la moitié des causes de contamination. Oui. Oui. Autre donnée que je voulais vous soumettre, madame, qui est tombée ce soir, sont les chiffres de la Direction générale de la santé, avec notamment ce chiffre des décès qui repartent à la hausse. 236 décès supplémentaires en 24 heures, plus de 16 800 depuis le 1er mars. Le chiffre des personnes hospitalisées est de 23 000, 2712 cas graves en réanimation. Les réanimations également en baisse. Prenez l'exemple des tâches administratives. Moi, en tant qu'urgentiste, quand je suis posté dans mon service, eh bien, je passe probablement 70% de mon temps à des tâches administratives, à rechercher, par exemple, des places pour mes malades en passant des coups de fil ou étant devant mon ordinateur au lieu d'être face à mon patient. Et le temps que je ne passe pas avec le patient, c'est du temps pendant lequel je ne lui donne pas du temps, lui, le patient, à être entendu, à être écouté, à être pris en charge. Et si vous voulez, ce trop-plein administratif, eh bien, il envahit notre quotidien de médecin. Est-ce que vous savez, ce chiffre est absolument incroyable, qu'à l'hôpital public, tous les hôpitaux publics de France pris ensemble, quand vous regardez le nombre d'emplois de médecins et le nombre d'emplois d'administratifs, eh bien, c'est le même. Il y a autant d'emplois administratifs que de médecins à l'hôpital public. Aujourd'hui, il y a plus de bénéfices pour mes parents de voir mes enfants. C'est vital pour eux. Ils ont ce manque-là qui fait que leur morale baisse. Leur ramener les enfants, c'était les maintenir en vie aussi. Pour 44 boutiques qui ont levé leurs rideaux aujourd'hui. Dans chaque magasin, les mêmes mesures de précaution, sens de circulation unique, désinfection, marquage au sol. Et pour éviter tout contact, certaines cabines d'essayage sont condamnées. Je pensais garder mes distances pour pouvoir les protéger, mais finalement, j'ai pas réussi. C'est le cœur qui a parlé et j'avais qu'une envie, c'était de les serrer dans mes bras et de leur dire que je les aime. Plus de masques, juste le temps d'un déjeuner. Étant restée strictement confinée pendant 55 jours, Maude Cortot estime qu'elle minimise grandement les risques. La famille réunie regoute au bonheur simple d'un repas partagé. C'est un peu comme une renaissance, c'est que du bonheur. Je suis la plus heureuse des moments aujourd'hui, d'avoir ma fille, mes petits-enfants autour de moi. L'affection. Le mensonge de l'affection. Je veux dire son théâtre. Je veux dire ses ruses. Capable, en un seul geste, de corriger le souffle d'une gifle en caresse. Pas y couper à un moment ou à un autre. Lorsqu'au large de tes flancs, sur ta peau oublieuse, se referme le livre de notre nuit de lutte, palimpseste d'étreinte aux rougeurs illisibles, ne resterait que cela. On ne viole personne avec un... Mais là, vous avez dû passer un télétravail à 100%. Je t'offrirai ma bouche. Mes désirs. Une fois que la situation sera redevenue totalement normale. Si tu te bouges le cul sur le terrain... Anne, je sais, à la tenue des chairs, si les hommes sont heureux. Économiquement, 2 mois d'arrêt pour des artisans, c'est super dur. Et d'ailleurs, bien sûr, je pense aussi à celles et ceux qui ne peuvent pas ouvrir. Il y a un restaurant à côté. Buckingham, dites-moi, quel goût a le pouvoir lorsqu'on ne le subit plus? Anne, ôtez votre langue, Buckingham.
Buckingham passe-t-il vraiment de la mer au sucré? Anne, vous ne vous en souvenez plus. Buckingham, la mémoire des pauvres, Anne, une mémoire à construire. Mais le plus impressionnant, c'est sans doute en Chine, de là où est partie l'épidémie. Les élèves y sont contrôlés avec un thermomètre infrarouge, interdiction d'entrer si on a de la fièvre. Mais le plus impressionnant, c'est qu'ils doivent présenter un code électronique qui prouve qu'ils ne sont pas malades et qu'ils n'ont pas été en contact avec une personne contaminée. Et puis... Quel dommage que la famille York n'ait pu vous reprendre. Buckingham, j'ai été refusé partout. À tout le monde d'ailleurs, hein. Des gens qui essaient de se faire de l'argent. Vous vous trompez d'endroit pour remplir votre gamelle. Allez voir notre fondation et cessez de me regarder comme ça. Crise engendrée par le coronavirus. Il n'est écrit nulle part que c'est nous, les salariés, les travailleurs, qui devons faire les frais d'une crise dont on n'est pas responsable. Il faudrait que maintenant, ça soit les milliardaires, les actionnaires qui commencent à mettre la main à la poche. Parce que faire toujours payer les mêmes, les travailleurs, ça peut plus durer. Dawaz est l'un d'eux. Chez lui, sa famille ne mange plus à sa faim. Coupé. C'était Covid 1984. Mutabilité du passé. Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. J'ai eu un rêve que les médias, ça parlerait un petit peu des gens. Covid 1984. On sait tout de vous. Big Data is watching nous. Prochain épisode du feuilleton. Nous y reviendrons la prochaine fois. Covid 1984, réalisé par le ministère de l'amour. Since 1984. Since 1984. Au revoir, frère. Since 1984.